Bienvenue à Prepping en temps de crise. Mon nom est Vic Survivaliste. Nous sommes le 20 juillet 2022. Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler à nouveau pour l'opus 4 de Prepping en temps de crise. Aujourd'hui, on va faire comme d'habitude un petit commentaire de présentation. Ensuite, on va parler de l'événement avec un E majuscule. L'événement qui vient tout perturber et comment s'y préparer d'avance. Et enfin, un autre petit commentaire sur l'actualité que je trouve plutôt hilarante. C'est ça où on en pleure. Je choisis d'en rire. Sur évidemment toujours le contexte de crise mondiale, de crise multiple mondiale, qui combine toutes sortes de vulnérabilités pour être bien certain de nous la rentrer bien profond. En tout cas, vous allez voir. Et si vous êtes offusqué par mon hilarité, j'en suis désolé. C'est qu'à un moment donné, il faut rire. Sinon, on est fini. Donc, coïncidence ou hasard. Aujourd'hui, je suis allé faire changer l'huile de mon auto. Et je parle avec la dame au comptoir. On parle d'actualité un petit peu. Je sonde son opinion sur le COVID, sur les mesures, sur ce qui se passe, les événements d'actualité. Ce qu'on appelle le small talk. Là. Elle était là, elle n'avait pas beaucoup de travail. Moi, j'attendais. On parle. Et je suis comme ça. Moi, j'aime les gens et je vais au-devant d'eux. Et puis, je détecte 2, 3 petites tournures de pensée un peu particulières. Un ou deux mots qui ont attiré mon attention. Alors, tranquillement, je dirige la conversation sur la préparation, le survivalisme, le prepping, sans prononcer ces mots-là de prime abord. Et puis, à un moment donné, chacun s'ouvre un petit peu à l'autre. Et puis, j'ai dit, dans le fond, vous êtes une survivaliste. Elle dit oui, puis pas juste moi, ma famille aussi. Et en discutant avec elle, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que sa famille, il y avait 5 ou 6 familles qui se rassemblaient de temps à autre pour discuter de ça, échanger des trucs. C'est pas un clan, là. Oubliez toutes les définitions fantaisistes ou très intellectualisées sur la manière de s'organiser en groupe et tout ça. C'est bien, là, mais c'est théorique. Eux, ils l'ont fait à la bonne franquette, sans structure, sans organisation, simplement parce qu'ils avaient des intérêts communs et une activité commune qui est de se préparer. Donc, j'ai trouvé cette rencontre-là rafraîchissante, pas surprenante parce que j'en trouve très régulièrement des preppers, des survivalistes, des autonomistes, peu importe le nom. J'en trouve à mon milieu de travail, tous les 2 mois, je dirais. Je suis en télétravail, là. Je ne rencontre pas une tonne de personnes dans des corridors, là. Et j'en rencontre dans la vie quand j'ai le temps de parler et d'ouvrir à tout ça. Et c'est surprenant. Je crois que nous sommes beaucoup plus nombreux que ce qu'ils peuvent en dire dans les médias. J'avais vu un article là, où il disait qu'on était 20 000 au Québec. Là. Excusez-moi, là, mais avec le genre d'activité publique que j'ai, c'est-à-dire activité en dehors de chez nous, et le nombre de gens que je rencontre avec qui je peux discuter, je vous dirais qu'on est beaucoup plus que 20 000 au Québec. Beaucoup plus. Et c'est rassurant. S'il y a 200 000 Québécois qui sont préparés, un peu, moyennement ou beaucoup, c'est 200 000 zombies de moins qu'on va trouver dans les rues. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme zombie, ce n'est pas des gens qui cherchent à manger notre cerveau. C'est des gens qui sont désemparés et qui n'ont plus rien à manger, qui ne sont pas assistés par l'État et qui vont errer dans les rues dans l'espoir de trouver
quelque chose à manger ou à boire ou un abri quelconque parce que leur maison, leur appartement ne convient pas. Ils auront été chassés, ils n'ont plus rien, ils s'en vont sur les routes, peu importe. C'est ça un zombie pour les survivalistes, les preppers. Donc, ben, c'est 200 000 personnes de moins qui ne feront pas les zombies. Ou qui vont le faire, mais tardivement. Ce qui va augmenter leur sécurité. Parce que dans les premiers temps, ça va toujours être pire que plus tard. Et ben, ça fait des gens qui sont relativement fiables. Je veux dire, si moi je sais que mon voisin est un prepper, bon, je vais le respecter en temps de crise. C'est-à-dire, je n'irai pas chez lui comme j'irai en temps normal. Parce que là, la suspicion peut monter. Mais je sais que on va être capable de discuter et peut-être d'échanger des trucs qu'on a en surplus et que l'autre n'a pas. Ça, c'est rassurant sur cet aspect-là. Sinon, tant pis pour les autres, hein, malheureusement. Mais toujours est-il, je suis assez fier de mon Survival DAR ou mon Prep DAR parce que je réussis à trouver beaucoup de gens. C'est toujours risqué de s'ouvrir aux autres, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Je n'ai pas eu de mauvaise réaction. Et peut-être que je sais juste comment jauger les situations et évaluer les gens. Je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait toujours plaisir. Ah, et puis, allez, une autre anecdote. Il y a l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Jusqu'au déclin, qui a été diffusé sur Netflix, 21 millions de vues. C'est un film québécois mettant en vedette notamment Réal Bossé. Dans ce film-là, le thème, c'est le survivalisme. C'est un personnage connu en survivalisme qui organise un stage chez lui, loin en campagne. Il est complètement autonome. Les gens viennent, ils payent pour faire un stage chez lui. Bon, il y a quelques incohérences. Je veux dire, au Québec, les gens ne se promènent pas avec des 45 modèle 1911 avec eux à tout moment. Là. Mais bon. Et au début du film, Réal Bossé, qui incarne l'espèce de gourou en survivalisme, on le voit en train de faire une vidéo. En fait, la vidéo, elle est faite, elle est diffusée, et les gens la regardent, sur comment mettre des aliments dans des sacs de millard. Et puis un peu le ton qu'il employait, comment c'était organisé et tout ça, les explications qu'il donnait. Il y a plein de monde, quand ils ont vu le film, quand le film est sorti, ils m'ont appelé ou ils m'ont écrit pour me dire « Hey, regarde ça, c'est toi là-dedans. » Puis bon, j'ai fini par le voir. Et puis effectivement, c'est une copie de ma vidéo sur le Miller. Et il y avait un autre extrait aussi où un des survivalistes qui se préparait à aller au stage pratiquait quelque chose avec sa femme et sa fille. Et puis à un moment donné, une petite discussion, le père qui demande à sa fille ben, pourquoi on se prépare. Et là, la petite fille répond d'une certaine manière. Ça aussi, c'est tiré d'une autre vidéo que j'avais tournée. J'avais amené ma fille. Rassurez-vous, on n'a jamais vu son visage, on n'a jamais prononcé son nom. Quand même, je trouve ça tellement imprudent, les parents qui font ça. Mais bon, et on avait eu exactement le même dialogue. Bon, moi, je n'avais pas parlé de réchauffement climatique. C'est de la bullshit, cette histoire-là. Mais elle m'avait répondu des trucs qui étaient la même scène, finalement. Et récemment, un de mes amis a regardé une émission de télé habituelle. Réal Bossé était invité. Et il a parlé du film. Et puis, il raconte que quand on l'a approché pour tourner ça, il est un petit peu gras. Et ben écoutez, je vais vous passer l'extrait.
Vous allez voir. J'aimerais ça. Tu me racontes l'histoire de ta bedaine dans ton film. T'étais gros quand même. J'étais un peu puffy, OK? Je ressortais des vacances de Noël dans ma famille, du bas du fleuve. Quand on arrive au mois de janvier, je pèse 220 livres. OK. Et là, Patrice Laliberté, qui est réalisateur sur le film, il dit, je t'envoie un lien, j'aimerais ça que... Pense à ce gars-là, il s'appelle Vic, le survivaliste. Oui. Il dit, check ça, ça serait notre cible à atteindre. Oui. Et là, moi, je capote, parce que je fais comme... Hey, écoute, il faut que je perde 20 livres, là. Il faut que je perde 20 livres. Il me reste un mois d'ouvrage, je vais virer fou. Genre, écoute, je tape sur le lien, et là, je vois le monsieur, qui est un peu puffy aussi, puis je fais comme... Oh. Bravo, Réal. Hey! J'ai dit, ah ben, j'appelle Patrice, je fais comme, hey, j'ai du surplus de poids, mais je vais le garder. Je vais être C'est exactement important. comme lui. C'est bon Je pour vais le être comme lui, personnage. c'est super, c'est comme le personnage, puis on va avoir les mêmes choses, ça va être écœurant, tu sais. Il fait comme, ah ouais, c'est une bonne idée, parfait. Il raccroche. Donc, le comédien Réal Bossé était puffy et il a jugé bon de ne pas maigrir pour tourner le film parce que moi-même, j'étais puffy. Alors, ben, j'ai trouvé ça drôle. Alors, j'ai changé mon nom sur Twitter, Vic Puffy Survivaliste. Mais c'est drôle. En même temps, ça fait toujours un petit quelque chose, ça fait chaud au cœur de voir que on a eu un impact et que des gens se servent de cet impact-là pour... Bon, dans ce cas-là, c'était pour réaliser un projet de film, mais ça peut être pour d'autres choses aussi. J'aimerais aussi préciser que toute ressemblance entre le personnage joué par Réal Bossé et moi-même, les ressemblances sont très limitées. ça se limite aux deux vidéos qui ont été... aux deux passages qui ont été inspirés de mes vidéos et un peu de style, mais je suis un point de départ et Réal Bossé a développé un personnage qui est vraiment différent de moi-même. Et puis c'est bien comme film, je veux dire, ça nous permet de voir un film sur le survivalisme et une situation qui dégénère sans qu'on soit en situation de crise. OK. Donc, il perd un peu la carte. Mais, je veux dire, c'est bien. Si ça vous intéresse, je vous recommande de le voir. Ceci dit, les commentaires de Réal Bossé dans l'émission, j'ai trouvé qu'il était respectueux de ce qu'on faisait. Je ne sais pas dans le passage que je vous ai mis, là, parce qu'il en a parlé un petit peu à un autre moment. Et on voyait qu'il respectait et la démarche et ce que font les preppers pour se prémunir contre les événements. Donc, ben, chapeau Réal Bossé, bon jeu d'acteur et bon sens dans la vie. L'événement. L'événement avec un E majuscule. Vous savez, l'événement qui vient tout perturber, qui vient tout désintégrer, pas faire disparaître, mais enlever l'intégration des choses les unes dans les autres. Celui qui vient changer la vie et les perspectives de tout le monde. On parle de ce genre d'événement-là. Quand on fait face à des événements qui viennent vraiment tout perturber, on se retrouve avec des problèmes majeurs. En fait, on se retrouve avec tous les problèmes en même temps. Et c'est ça qui est inquiétant et qui demande une très bonne préparation. L'exemple par excellence que je pourrais vous donner, c'est l'éjection de masse coronale avec une tempête magnétique qui vient atteindre la Terre. On ne s'occupe pas de ces choses-là en temps normal parce que ça arrive peu souvent et ça nous affecte peu quand ça arrive. Mais si l'éjection de masse coronale du Soleil atteint directement la Terre, croyez-moi, on va s'en rendre compte. D'abord, qu'est-ce que c'est une éjection de masse coronale? Et là, je ne veux pas entrer dans des descriptions trop techniques ni faire toute cette chronique sur les aspects techniques. Je vais en venir à d'autres choses, mais il
faut que vous sachiez de quoi il s'agit pour être en mesure d'apprécier la gravité et les mesures à prendre. Alors, une éjection de masse coronale, c'est une partie du Soleil qui, dans le fond, explose, projette de la matière dans toutes sortes de directions. Mais généralement, c'est pas une explosion sur 360 degrés, mais ça peut aller n'importe où. Et ça va projeter des sortes de filaments dans l'espace qui peuvent atteindre les planètes ou atteindre rien du tout. Et quand ça atteint une planète comme la Terre, ça a des effets assez importants. On peut voir physiquement les effets avec des aurores boréales qui vont se retrouver à l'équateur et qui vont persister longtemps. En 1859, il y a eu un événement qui s'est appelé l'événement Carrington. Ça a surtout affecté les États-Unis avec son tout nouveau réseau de télégraphie. Et c'est un événement qui était particulier parce que il y a probablement eu 2 éjections de masse coronale. La première ayant nettoyé tout sur son passage parce qu'il y a des particules dans l'espace. Et ça ralentit en quelque sorte les masses qui sont projetées. Mais là, la première aurait fait le ménage et la deuxième serait arrivée sur Terre en à peu près 18 heures. Normalement, on parle de 5 jours. Donc, ça veut dire qu'elle est arrivée sur Terre avec plus d'énergie encore. Eh bien, on a eu des ciels qui ont été illuminés dans tout l'hémisphère nord. Les télégraphistes ont attrapé des chocs électriques. Il y a eu des étincelles sur les pylônes de télégraphie, les pylônes électriques. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement électrique. À l'époque, on s'approvisionnait en électricité à partir de batteries. Et donc du courant continu. Et ça posait beaucoup de problèmes. Il y a même 2 postes de télégraphie, quand même assez distants, qui ont réussi à communiquer entre eux pendant cette crise en débranchant les batteries. Et le seul courant électrique qui se trouvait dans l'air a suffi à communiquer. Imaginez. Et évidemment, il y a des bureaux de télégraphie qui ont tout simplement pris feu à cause des étincelles que ça provoquait. C'était quand même assez important. Mais on était au tout début de l'ère électrique. Maintenant, d'électricité, il y en a partout. On a eu une autre éjection de masse coronale en 1921, moins puissante. On en a eu une autre en 1960 qui nous a atteint. Problème de communication radio pendant plusieurs heures. 1989, le Québec. Le Québec a été dans le noir complètement. Et on n'a même pas été touché par une éjection de masse coronale, mais elle a simplement frôlé la Terre. Notre réseau étant peut-être plus fragile à ce moment-là, eh bien, tout a sauté. Mais c'est pas tout, parce qu'on en a des traces dans la croissance des arbres. Et on peut dire avec certitude qu'on en a eu en l'année 774, 775, 993, 994, et celle de 774, 775 faisait à peu près 20 fois la puissance de l'événement Carrington. À l'époque, c'était pas grave, il n'y avait pas de poste télégraphique qui fait prendre feu. Mais quand même, imaginez si ça arrivait en 2022. Les chercheurs ont fait toutes sortes de calculs et d'estimations et on a entre 1,5 et 2% de probabilité qu'on soit atteint par une éjection de masse coronale d'ici à 2029. Donc, 2% ou 1,5%, c'est faible, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, ça peut être une éjection qui soit très faible, ça peut être une éjection qui soit très forte. Ça peut être comme l'événement Carrington, ça peut être comme 1960 ou 1989, ou ça peut être aussi comme en 774, 775, 20 fois plus puissant que Carrington. Que se passerait-il si ça arrivait en 2022? Et c'est là qu'on va embarquer dans la question des protocoles et des moyens d'agir. Si ça arrivait en 2022, ce serait tout simplement catastrophique.
probablement la plus grande crise qu'aurait vécue l'humanité depuis toujours, selon l'information officielle, selon l'histoire et selon l'archéologie. Il y en a qui pensent, et je le pense aussi, qu'il y a eu des civilisations avancées avant, mais ne le considérons pas, ça ne fait pas consensus. Et puis, c'est pas une chaîne là-dessus de toute manière. Donc, imaginez, toute l'informatique tombe, temporairement ou définitivement. Certains ordinateurs vont pouvoir refonctionner après, et d'autres jamais. Tous les véhicules automobiles tombent. Certains vont refonctionner après, et d'autres jamais. Même les véhicules qui n'ont pas d'ordinateur à bord. On parle des vieux véhicules avec des carburateurs et tout ça, là. Même eux vont être affectés à cause des bobines qu'ils utilisent, les coils, si vous voulez. Toutes les communications, évidemment, vont être down, temporairement ou définitivement. Les réseaux électriques vont tomber eux aussi, probablement pour un bon bout de temps. N'oubliez pas, si les réseaux électriques tombent, il y a beaucoup de pièces à remplacer. Vous les remplacez comment quand vous n'avez pas de camion pour les amener? Ou quand vous n'avez pas de pompe à essence pour remplir vos véhicules, en admettant que vous en ayez un qui fonctionne. Et si l'événement est suffisamment puissant, ben, je vous laisse deviner le taux de mortalité. Il ne sera pas de 1 ou 2 %, croyez-moi. Mais là, on est, disons, un jour de semaine, ce genre d'événement-là arrive. Ça peut être une éjection de masse coronale, on va avoir quelques jours, si on est vigilant, on va avoir quelques jours pour s'y préparer. C'est pas ce qu'on va annoncer dans les nouvelles généralement, là, mais quoique parfois ils pourraient le dire. Mais nous, si on est vigilant, ben, on s'abonne à des gens qui surveillent ça et puis un message va passer sur Twitter. C'est le temps de se protéger. Mais si on n'est pas prévenu d'avance, par exemple, les États-Unis ou la Russie ou la Chine décideraient d'envoyer un missile au-dessus d'un territoire, de faire exploser une bonne bombe nucléaire de bonne puissance à 100 km d'altitude. Eh bien, tout le continent qui se trouverait dessous subirait le même effet qu'une éjection de masse coronale. Et ça aurait les mêmes conséquences, c'est-à-dire l'informatique, l'électricité, tout ce qui utilise l'électricité serait affecté. C'est pas une impossibilité, ça a déjà été testé. Puis devinez quoi? On est en période de tension. Donc, quel est le pourcentage de chances que ça arrive? On ne sait pas. Ça, c'est une décision humaine. Ça peut arriver comme ça peut ne jamais arriver. Toujours est-il que si jamais ça arrive, je peux vous assurer que le reste de la planète va être ravagé par des explosions nucléaires. Parce que les missiles nucléaires, eux, sont protégés contre ça. Donc, vous savez par chance qu'il va y avoir une éjection de masse coronale, qu'elle va être importante et qu'elle va affecter votre région, très particulièrement votre région. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne, il n'y a plus d'auto qui fonctionne. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça la bonne question. Puis en fait, c'est pas quand on sait qu'il va en avoir une qu'il faut se préparer. C'est d'avance. Et pour ça, on va développer des protocoles. Des protocoles qui vont être applicables à toute la famille et auxquels toute la famille va être assujettie. Il est très facile de discuter avec vos enfants et de dire, si jamais il arrive un événement où il n'y a plus rien qui fonctionne, bon, toi, tu restes là, tu restes à l'école, je m'en vais te chercher. Ou est-ce qu'il y a un ami qui reste près de ton école? Oui,
tu vas chez eux, tu me donnes l'adresse, puis moi, je vais aller te chercher. Ça peut prendre 24 heures avant que j'arrive, mais je vais finir par arriver. Ça peut être aussi votre conjoint, votre conjointe qui prend une responsabilité d'aller chercher un enfant ou d'aller en chercher un autre. Ou, si vos enfants sont assez grands, de vous assurer qu'ils puissent revenir à la maison tout seuls. Ça, c'est primordial. Ça veut dire aussi que si vous avez des serrures électroniques, ben, ça ne marchera plus. Donc, ce serait peut-être bien de vous garder une serrure mécanique pour pouvoir entrer dans la maison. Ça, je vous dis, c'est des suggestions, là, ça demande d'être beaucoup plus développé, mais vous comprenez l'idée. Mieux vaut se préparer à ça et faire des plans d'avance. Et quand ça arrive, oui, vous allez vivre une tension, mais vous savez comment votre famille doit se comporter. Et puis vous savez qu'il y a des probabilités que finalement, vous soyez tous rassemblés, que ça prenne quelques heures ou 24 heures ou 48 heures même. Je sais que c'est différent ailleurs, mais au Québec, on a du transport scolaire. Et parfois, les écoles peuvent être assez loin du lieu de résidence. Par exemple, pour ma fille, elle était à peu près à 1,5 km à vol d'oiseau de la maison quand elle était au primaire. Maintenant, elle est au secondaire, l'équivalent du lycée en Europe. Et puis, c'est plutôt à 7 km à vol d'oiseau. Donc, par les routes, par les rues, par les raccourcis, tout ça, on parle peut-être de 12 km de marche. Peut-être 13 ou 14. Parce qu'on n'ira pas prendre nécessairement les meilleurs raccourcis, puisqu'ils peuvent être plus dangereux. Donc, on parle de 4 à 5 heures de marche. 4 à 5 heures de marche en hiver, avec des rues non déneigées, c'est plutôt 6, 7, 8 heures. Ça, il faut l'envisager aussi. On ne fera pas la liste de tout ce qu'il y a à préparer dans un tel protocole. On s'entend. Mais je vous donne des exemples pour que vous soyez conscient qu'il n'y a pas une recette universelle qui va fonctionner. Selon que vous êtes au printemps, l'automne ou l'hiver, ça peut changer les choses. Selon l'âge des enfants, ça peut changer les choses. Selon l'éloignement des différents endroits, ça peut changer les choses. Si vous êtes en télétravail, vous êtes déjà à la maison. Bon, est-ce que vous quittez la maison pour aller chercher le plus jeune ou la plus jeune? Et pendant ce temps-là, votre conjoint, votre conjointe revient, essaie de ramasser l'autre. Vous voyez, ça, c'est des choses qui se discutent entre vous. C'est important que tout le monde soit impliqué dans la famille. Évidemment, pour les enfants, expliquer des trucs comme ça sans les angoisser, ça peut être difficile. Mais retournez ça de côté en disant, si jamais ça arrive, tu sais quoi faire, je sais quoi faire, et on va être capable de se retrouver, de revenir à la maison et d'être bien. Bien, relativement, là. Ça dépend du reste de votre préparation aussi. Mais sinon, vous êtes condamné à improviser. On a tous été adolescents. Et un adolescent, c'est quelqu'un qui apprend à développer sa socialisation d'une autre manière. Et bon, qui a un peu plus d'autonomie. Et ça va arriver que 2 adolescents vont se donner rendez-vous le samedi après-midi, 14 heures, devant tel magasin, dans tel centre commercial. Parfait. Il y a 2 entrées dans ce magasin-là. Une au nord, une au sud. Vous ne l'avez pas précisé. Fait que là, ben, vous vous retrouvez là, chacun à son entrée, et vous vous manquez. Ça, c'est typique. C'est arrivé à tout le monde.
Je suis certain que si vous cherchez des exemples, vous allez en trouver. Ça dit l'importance de tout préciser dans le détail. L'importance d'établir des protocoles qui soient communs, qui soient bien compris, que les lieux soient bien identifiés et que les choses à faire soient bien définies. Puis, que ce soit simple et pas très compliqué. Pas du genre, si c'est l'avant-midi, tu reviens tout seul, et si c'est l'après-midi, je viens te chercher. Et si c'est la nuit, par exemple, attends, puis j'irai te chercher le matin suivant. Ce qui est une contradiction avec revenir tout seul le matin. Ça, là, c'est le meilleur moyen de se perdre. L'idéal, c'est d'avoir une solution qui va être applicable à toutes les situations qui sont similaires. Sinon, on tombe quasiment dans un algorithme de programmation informatique, et puis ça, c'est bon pour les programmeurs, mais c'est pas bon pour ceux qui ne le sont pas, si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, il est impératif que vous trouviez des moyens de pouvoir aller chercher quelqu'un si vous devez le faire. C'est-à-dire, vous avez un vélo, je vais aller te chercher en vélo. On peut difficilement être deux sur le vélo. Vous revenez à pied, le vélo entre vous deux, vous tenez le vélo, puis vous revenez. C'est plus long, mais ça vous permet d'aller rapidement chercher un de vos enfants, par exemple. Si c'est l'hiver, prévoyez-vous un kit qui vous permet de vous réchauffer. C'est-à-dire d'avoir de l'eau liquide, d'avoir un réchaud au gaz et un contenant pour le faire chauffer, parce que ça, c'est le meilleur moyen de se réchauffer, boire un liquide chaud. Si l'école de votre enfant est à 8 km et que c'est l'hiver et qu'il y a une tempête de neige en plus, votre 8 km, il va prendre 5 heures à faire. 5 heures à marcher dans le froid et dans la neige. Puis vous aurez un 5 heures et probablement un 7 heures de retour. Parce que votre enfant n'a pas les mêmes enjambées que vous et n'a pas la même résistance que vous. C'est des choses qu'il faut prévoir. Il faut prévoir de la nourriture aussi pour redonner des forces en cours de route. Il faut prévoir peut-être qu'il va falloir s'abriter. Ça veut dire un bon sac à dos, là, avec beaucoup de matériel pour ces cas-là. Je sais que c'est la grande mode de préparer des sacs d'évacuation, là. Puis, ceux qui m'ont suivi dans le temps savent ce que j'en pense. Ce n'est pas la panacée. Mais si jamais vous êtes dans une situation où tout s'éteint carrément, ça va être le moment d'avoir une liste papier à côté de vous et une lampe de poche pour être capable de la lire. Et cette liste va contenir le matériel que vous allez mettre dans votre sac à dos pour aller récupérer 1 ou 2 ou 3 de vos enfants. C'est vraiment important. Oui, les probabilités sont faibles qu'un tel événement arrive, mais c'est applicable à plein de choses. S'il arrive une panne majeure d'électricité dans une région, comme on a connu au Québec, c'est-à-dire le verglas, ça n'empêchera peut-être pas les voitures de circuler. Ou peut-être que ça pourrait les empêcher de circuler aussi. Ceux qui ne sont pas familiers avec des crises de verglas, quand il y a du verglas sur la route, on ne sort pas. On ne sort pas, c'est trop dangereux. On ne peut plus s'arrêter au coin de la rue. On ne peut pas redécoller du coin de la rue quand on veut repartir. Où on roule, il y a un vent de travers assez puissant et il peut nous pousser dans le fossé. Il y a toutes sortes de possibilités. Mais j'avoue que l'éjection de masse coronale, c'est probablement l'événement le plus inquiétant qu'on puisse vivre. Maintenant, comment se protéger de tout ça? C'est bien difficile. Vous ne pouvez pas arrêter une tempête géomagnétique d'arriver sur Terre. C'est impossible. Par contre, il y a des kits qui se vendent que vous branchez sur la boîte électrique de votre maison et qui va être capable de stopper les effets destructeurs
de l'électricité. Et ça va préserver vos appareils qui sont branchés dans les murs, dans toute votre maison. Si vous avez un appareil qui n'est pas branché, il peut être affecté. Mais tout ce qui va être branché dans une prise de courant va être préservé. Ça coûte de 400 à 600 $ américains. Et puis, si vous avez des panneaux solaires, ben, ça vous en prend un pour votre onduleur. Et bon, ça fait beaucoup de dépenses, mais si vous avez réellement la crainte, il y a vraiment moyen de se protéger. Ils en vendent pour les voitures aussi. Je connais un survivaliste qui en a une dans sa voiture. Donc, ce qui est à retenir, c'est d'envisager des scénarios comme ceux-là, de vous demander ce que vous pouvez faire, pas pour les empêcher, vous ne pouvez pas, mais comment y faire face et comment maintenir votre famille en sécurité. Et ça va vous amener aussi à, si vous voulez perfectionner l'exercice, ça va vous amener à vous questionner sur d'autres situations où il y aurait besoin d'aller chercher les enfants, où il y aurait des destructions qui rendraient inopérantes toutes les facilités qu'on a d'habitude, tant au niveau des communications que de l'éclairage. À un moment donné, il faut faire un exercice, vous et votre conjoint ou votre conjointe. Si vous êtes séparés, il faut en parler à l'autre conjoint aussi, qui a sa propre famille maintenant, ou qui vit seul avec les enfants à temps partiel. Il faut se coordonner aussi avec ça. Et souvent, je sais, ça peut être assez difficile de pouvoir avoir des bonnes relations parfois avec l'ex-conjoint. Et si vous arrivez puis vous dites ouais, je suis devenu prepper, puis j'ai peur des éjections de masse coronale qui vont tout détruire. Fait que là, il faudrait qu'on s'assoie puis qu'on fasse un plan ensemble. C'est à peu près sûr que l'autre va vous regarder bizarrement. Il y a un contexte, là. Vous êtes préparé à penser à ça. L'autre, pas tant. Écoutez, ça conclut ce que j'ai à vous dire là-dessus, mais pensez à des protocoles pour préserver votre famille dans différentes situations. Et si vous êtes capable d'en préparer un bon pour un événement comme une éjection de masse coronale qui va détruire toute l'électronique et l'électricité, ben, comme on dit en droit, qui peut le plus, peut aussi le moins. Si vous êtes capable de vous préparer un protocole pour le plus gros événement possible, vous allez pouvoir en préparer un pour un plus petit événement. A band of brothers and native to the soil, fighting for our liberty through famine, war, and toil. And when our rights were threatened, the cry rose near and far. Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah for southern rights, hurrah. Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. As long as the Union was faithful to her trust, like friends and like brethren, kind were we and just. But now when northern treachery attempts our rights to mar, we hoist on high the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for southern rights, hurrah. Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. Here's to our Confederacy, strong we are and brave. Like patriots of old, we'll fight our heritage to save. And rather than submit to shame, to die we would prefer. So cheer for the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for southern rights, hurrah. Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. Pour cette partie, nous allons parler de la comédie d'erreurs et de conneries de la politique internationale, spécialement celle des pays de l'OTAN, dans un contexte de crise et d'approvisionnement restreint. Bon Dieu, qui sont cons!
c'est de la connerie ou c'est du sabotage. C'est selon. Je commence à penser que c'est plus du sabotage que d'autres choses. Enfin. Donc, dans la saga du pétrole russe, l'Union européenne, avant le conflit en Ukraine, s'approvisionnait en pétrole et en gaz auprès de la Russie à de très bons prix. Qui plus est, l'Union européenne pouvait payer en euros. Et bon, la balance commerciale de l'Europe, pas fameux, au besoin, la BCE pouvait imprimer de l'argent, même si elle n'a pas le droit. Ils en ont imprimé quand même sous Draghi. Donc, c'était une monnaie qu'on contrôlait, qui est une monnaie de réserve, qui sert à acheter des biens et des commodités à l'étranger. Ça se gère. C'est pas si mal que ça. Là, les génies, ils ont décidé de boycotter le pétrole russe. Que c'est criminel d'en acheter. Alors, ils sont coupés de sources d'approvisionnement importantes en pétrole avant d'avoir sécurisé de nouveaux approvisionnements. Alors là, l'Allemagne se retrouve à court de gaz. Ils ne savent pas où en acheter. Ils cherchent désespérément. Bon, ils ont signé des petites ententes, là, mais ça couvre des peanuts. Okay? Des peanuts. Des cacahuètes pour les Européens. C'est rien. Et là, qui plus est, ils sont obligés de le payer en dollars. Alors, l'euro, qui était supérieur au dollar il n'y a pas très longtemps, ben, il est tombé sous la valeur du dollar américain. En grande partie à cause de ça. Donc, pour les Européens, ça va coûter plus cher d'acheter du pétrole et d'acheter du gaz. Et là, la beauté de la chose, c'est que Biden a demandé à l'Arabie Saoudite de produire plus. Et eux, ils ont dit fuck Joe Biden. Pardon, ils ont dit let's go Brandon. Et finalement, ils vont donner du pétrole. Ben, ils vont vendre du pétrole pour l'Europe. Mais c'est du pétrole qui va être acheté en Russie. Fait qu'ils vont vendre, disons, 1 million de barils de pétrole saoudien. Et l'Arabie Saoudite, pour pallier à cet excédent de pompage-là, en fait, elle ne veut pas changer sa production, mais elle va acheter du pétrole de Russie. Ce qui fait que l'Union européenne va brûler du pétrole russe par procuration en le payant plus cher, en engraissant l'Arabie Saoudite et en engraissant la Russie. C'est la même chose pour l'Inde. L'Inde a acheté du pétrole russe, le raffine et le vend à l'Europe beaucoup plus cher en dollars américains. Bref, les Européens, vous vous faites abuser terriblement par vos dirigeants. Terriblement. C'est soit de l'incompétence, soit un plan délibéré de vous couler. Et vous savez quoi? Je pense que c'est un plan délibéré de vous détruire vous-même. De détruire, à tout le moins, la classe moyenne européenne. De détruire le pouvoir de l'Europe, qui avait quand même un certain pouvoir, là, et le prestige de l'Europe, qui lui aussi agissait beaucoup à l'étranger. Parce que dans le même temps, vous avez aussi la Hollande qui a décidé de détruire sa production agricole dans une année où on annonce des famines et des restrictions alimentaires partout sur la planète. Ben, ils ont décidé de détruire leur production agricole en abaissant le taux d'émission d'azote. Mais quelle connerie! L'azote, c'est ce qui compose la majeure partie de l'air qu'on respire. Ça n'a absolument pas d'effet ou un effet minime sur le soi-disant réchauffement climatique. Mais ça a été décidé. Et c'est discuté dans plusieurs autres pays. Quand je dis discuter, ça veut dire
c'est amené pour la discussion dans l'espace public. Les décisions, elles, semblent déjà être prises. Il y aurait une loi aussi pour le Canada du même genre de diminution pour lutter contre les changements climatiques dans une année, je me répète, où on a des problèmes d'approvisionnement alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du sabotage à grande échelle? Et c'est ces gens-là qui nous dirigent. Et ils se sont préparés depuis plusieurs années à pouvoir, faire face à des révoltes populaires. Là, pour le moment, il y a des manifestations à Hollande et les gens de la rue suivent. Hein, ils sont appuyés par le peuple. Il y en a en Allemagne, il y en a en Pologne, il y en a en Italie. Oui, évidemment, en Italie. Et il y a quelques autres pays où c'est en train de flamber comme une traînée de poudre. Et peut-être que c'est voulu. Peut-être que c'est pour instaurer une société policière où on va être obligé d'avoir des laissez-passer, genre code QR, avec l'identité numérique qui vient avec, sinon plus le droit de se déplacer, au nom de la sécurité de l'État. C'est très inquiétant tout ça. J'ai plus envie de rire. Là. Tout à l'heure, je me payais une peine de rire, là. Mais là, c'est autre chose. C'est un assujettissement global des populations et la fin de la démocratie. Même si vous pouvez élire quelqu'un, selon votre choix, il semble que les dés soient peut-être pipés d'avance. Après tout, par exemple, aux États-Unis, si vous contrôlez le candidat démocrate et si vous contrôlez le candidat républicain, ça ne fait que 2 personnes à contrôler pour la présidence. Après ça, pour le Sénat, il y a 100 sièges au Sénat. 100 ou 102, je ne me rappelle plus. Ça fait le double de candidats à contrôler. Et c'est la même chose pour la Chambre des représentants. Tout ça, ça représente quoi? Peut-être même pas 1 million de personnes. Même pas 1 millier de personnes, là. Peut-être 700 à tout casser. Avec beaucoup d'argent, on est capable de contrôler plus que 700, 1500 maximum. On est capable de contrôler 1500 personnes avec beaucoup d'argent. Parce que dans le fond, que ce soit l'un ou l'autre qui soit élu, c'est quand même votre homme ou votre femme. Et quand on regarde comment sont financés les partis politiques aux États-Unis, wow, c'est assez... Il n'y a pas de limite. Hein? Je veux dire, il y a des moyens de verser l'argent que vous voulez au candidat que vous voulez. Je ne connais pas les lois en Europe à ce propos, mais je sais, par exemple, que le Rassemblement national, auparavant qui était le Front national, a été obligé d'emprunter de l'argent à l'étranger lors de 2 campagnes électorales, au moins, pour être capable de faire les campagnes électorales. Parce qu'en France, personne ne voulait leur prêter. Et pourquoi personne ne voulait leur prêter? Probablement qu'ils ont reçu un petit coup de fil de Matignon ou de l'Élysée en disant non, vous prêtez pas, vous leur prêtez pas à eux. Et peut-être, même certaines langues disent que la chef du Rassemblement national, comme son père d'ailleurs, sont là pour faire une opposition d'opérette et qui ne veulent pas vraiment être élus. Ça se dit, est-ce que c'est des racontars? Est-ce que c'est fondé sur quelque chose? On ne sait pas. Mais toujours est-il que le bruit circule et il y a quelques éléments qui viennent peut-être pas confirmer, mais alimenter un peu ces rumeurs-là. Cette année, c'est vraiment l'année de tous les dangers et on ne fait que commencer. On ne fait que commencer.
le COVID, ça a été une introduction. On a pu mesurer les réactions de tout le monde, on a vu comment ça se passait. Là, on y va avec, comment je dirais, on y va avec pas le plan principal, mais avec le gros stock. Comme une armée qui envoie des petites unités de reconnaissance, ils voient s'il y a de la résistance, où est-ce qu'elle est, l'ampleur de la résistance. Parfait, ils reviennent, ils donnent des informations. Et là, c'est le gros de l'armée qui avance. Et on en a pour plusieurs années comme ça. Alors, dans ces conditions-là, le prepping, crissement intéressant et crissement de rigueur. On ne peut pas arriver et espérer s'en remettre au bon vouloir de nos élus et de nos institutions, car il semble de plus en plus que ça ne roule pas pour nous, mais que ça roule pour leurs commanditaires, appelons-les comme ça. Si vous êtes capable d'augmenter votre niveau d'autonomie, ben vous êtes capable d'échapper un peu à ce qu'ils veulent vous imposer. L'hiver dernier, l'année passée, pendant la crise, le plus gros de la crise du COVID, crise de nature politique et non pas sanitaire, à un moment donné, ils se sont mis à dire dans les médias, bon, ben c'est à cause des non-vaccinés qu'on attrape la COVID. C'est faux. On le voit quelques mois plus tard à quel point le vaccin ne protège pas contre la contamination et la transmission. Mais à l'époque, ils y croyaient. Enfin, dans les milieux officiels, ils faisaient peut-être semblant d'y croire, parce que jamais Pfizer n'a annoncé que ça protégeait contre la transmission. Il y a peut-être eu un petit peu d'exagération sur les vertus des vaccins. Mais là, cette année, ils ne peuvent plus. Parce que les salles d'urgence sont remplies de triple vaccinés et non pas de non-vaccinés. Et les effets adverses des vaccins sont de plus en plus documentés, même s'ils ne sont pas reconnus par les États. Mais ça passe de plus en plus la barrière des journaux. Et bon, pas au Québec parce que tout est verrouillé solidement. Mais ceux qui sont capables de se renseigner via Twitter ou d'autres endroits le voient, eux, qu'ailleurs l'information sort. Donc, disais-je, l'an dernier, on voulait empêcher, on discutait d'empêcher les non-vaccinés de faire leurs emplettes au supermarché, de bloquer tous les commerces et d'interdire les non-vaccinés d'entrer dans les commerces. Le premier ministre avait lancé l'idée même de faire un impôt spécial, une taxe santé, imaginez, contre les non-vaccinés, un montant substantiel pour encourager, entre guillemets, les gens à aller se faire vacciner. Et puis, quelques mois après, presque toutes les restrictions ont été levées, sauf celle de pouvoir voyager librement à l'étranger pour les Canadiens, qui est le seul pays qui exige que les non-vaccinés, quand ils reviennent, fassent une quarantaine automatiquement. Or, quand on utilise la quarantaine, c'est pour des gens qui sont malades, et non pas des gens qui sont sains. Si on veut utiliser la quarantaine à grande échelle, c'est sur une région, pas sur des individus choisis pour avoir refusé d'obéir au gouvernement. Pas de problème avec une quarantaine si quelqu'un est malade. Quoique, ce virus-là n'est pas très dangereux. Mais quand même, jouons le jeu. OK. Mais assure-toi que je sois malade pour me mettre en quarantaine. Je ne vais pas en quarantaine parce que j'ai refusé d'obéir à une suggestion du gouvernement. C'est même pas un ordre, c'est une suggestion. Bref. Donc, je vous le dis là, c'est pas fini.
La COVID, c'est un petit début. À la COVID, on va rajouter d'autres choses. Il va y avoir des pénuries alimentaires, probablement du rationnement. On prévoit aussi une diminution de la production de viande. Et comme par hasard, les vedettes d'Hollywood sont sorties cette semaine pour encourager l'alimentation à partir de larves, de viande synthétique, de sauterelles. Comme par hasard. Comme par hasard. Vous ne viendrez pas dire qu'on n'est pas bien encadré. Hein? Ils savent exactement où est-ce qu'on doit aller. Et nous, on y va. Parce qu'on a peur. Parce qu'on ne veut pas perdre. Parce qu'on veut de la sécurité. Si vous renoncez à votre liberté pour de la sécurité, vous allez perdre la liberté de vous mettre en sécurité. Et vous allez perdre la sécurité tout court. Tous les régimes totalitaires, spécialement communistes, ont toujours été extrêmement cruels et extrêmement dévastateurs pour leur propre population, spécialement la population qui s'oppose ou qui ne croit pas à l'idéologie qui est proposée. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de continuer à vous préparer et d'intensifier vos préparatifs. Là-dessus, je vous dis merci d'être là. Soyez prudents. À la prochaine.